Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons comment ces personnes se sont fait dévorer par des prédateurs mortels. D'un coureur de trail qui a pris un mauvais virage sur l'île de Vancouver à un chercheur dont la promenade matinale en Inde est devenue sa dernière. Nous commençons dans les Sundarbans où la photo parfaite d'un photographe s'est transformée en cauchemar. C'était le 15 juillet 2017 dans les denses canaux de mangroves du parc national des Sundarbans, Bengale occidental Inde. La brume matinale flottait bas sur les voies navigables saumâtres alors que la marée se retirait, exposant des berges boueuses bordées de racines de mangroves tordues. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO, s'étendant sur plus de 10 000 km², représente l'une des plus grandes forêts de mangroves du monde, où les rivières Gange, Brahmapoutre et Meghna rencontrent le golfe du Bengale. Les voies navigables labyrinthiques forment un labyrinthe de canaux, certains à peine assez larges pour de petits bateaux, tandis que d'autres s'étendent sur des centaines de mètres de large. Des arbres anciens s'élèvent d'hommes de l'eau sur des racines échasses, leur canopée si dense que la lumière du soleil pénètre à peine à la surface sombre en dessous. Vanessa Klein, une photographe d'animalière de 34 ans, originaire de l'Oregon, rêvait depuis 3 ans de capturer la biodiversité unique des Sundarbans. Elle avait économisé méticuleusement pour cette expédition, recherchant des lieux et construisant son portfolio. Accompagnée de son mari, Mark, un ingénieur logiciel de 36 ans qui soutenait sa passion malgré sa nature prudente, et de leurs enfants Emma, 8 ans, et Jake, 6 ans. La famille avait engagé un opérateur local sans licence offrant des tarifs moins chers que les entreprises de tourisme officielles. Leur batelier, un pêcheur de 42 ans nommé Ravi, qui complétait ses revenus pendant la saison touristique, manquait de formation en sécurité mais connaissait bien les voies navigables après des décennies de pêche dans ses canaux. Il les avait avertis à plusieurs reprises de rester à l'intérieur de l'embarcation, près des bords étroits de la crique, pointant du doigt des traces fraîches pressées dans une berge de boue voisine et des ondulations subtiles sous les racines des mangroves. La famille avait déjà passé 4 jours à photographier des cerfs tachetés, des crocodiles d'eau salée et des oiseaux exotiques, devenant de plus en plus confiante dans ces eaux apparemment paisibles. Des rapports locaux récents faisaient état d'une augmentation des mouvements de tigres dans la région, mais l'enthousiasme de la famille à repérer des oiseaux rares et à économiser de l'argent l'emportait sur les avertissements croissants. Le tigre du Bengale est l'un des prédateurs les plus redoutables de la nature, pesant jusqu'à 660 livres et mesurant plus de 10 pieds de longueur. Ces magnifiques félins sont des nageurs exceptionnels, utilisant le système complexe de voies navigables des Sundarbans comme couloir de chasse. Contrairement à leurs homologues du continent, les tigres des Sundarbans se sont adaptés à un mode de vie semi-aquatique, souvent en embuscade sur leur proie, depuis l'eau ou à travers le couvert dense des mangroves. Leurs mâchoires puissantes délivrent une force de morsure écrasante, tandis que leur discrétion et leur patience les rendent presque invisibles jusqu'au moment de l'attaque. Ces prédateurs de premier plan ont appris à chasser dans les zones de marée, synchronisant leurs mouvements avec le flux et le reflux des niveaux d'eau. Les tigres du Sundarbans sont particulièrement agressifs, ayant acquis une réputation de mangeurs d'hommes en raison de la rareté des proies traditionnelles et des fréquentes incursions humaines. Alors que le bateau était au ralenti dans un étroit ruisseau entouré de mangroves imposantes, Vanessa aperçut un martin pêcheur éclatant perché sur la rive opposée. Le plumage bleu et orange brillant de l'oiseau captait parfaitement la lumière filtrée du matin. Malgré les protestations urgentes du batelier et les objections inquiètes de Mark, elle entra dans l'eau jusqu'aux genoux, appareil photo en main, déterminée à capturer le cliché parfait. Le canal trouble, d'à peine 30 pieds de large, semblait inoffensif à la lumière du matin. L'eau était chaude contre ses jambes alors qu'elle avançait plus profondément, concentrée entièrement sur l'oiseau coloré à travers son viseur. Inconnu de Vanessa, un énorme tigre du Bengale mâle suivait leur bateau depuis les racines denses des mangroves depuis plus de 20 minutes, utilisant la lisière de l'eau pour approcher sans être détecté. L'attaque du tigre a été rapide et dévastatrice. En 3 bonds puissants, le prédateur de 400 livres a réduit la distance, émergeant des racines emmêlées comme un fantôme rayé. L'impact initial a plongé Vanessa sous l'eau avec une force énorme, son appareil photo coûteux disparaissant dans les profondeurs troubles. La mâchoire massive du tigre a saisi une prise écrasante sur sa gorge et sa nuque, ses puissantes canines pénétrant profondément dans les structures vitales du cou. La morsure a comprimé les principaux vaisseaux sanguins et endommagé sa colonne cervicale. Le mouvement violent du prédateur a causé un traumatisme catastrophique à son cou et ses voies respiratoires, entraînant une incapacité rapide alors que son corps devenait mou. En quelques secondes, le tigre a commencé à traîner son corps sans vie vers l'épaisse mangrove impénétrable où le dense système de racines offrait une couverture parfaite. Mark et les enfants ont regardé avec horreur depuis le bateau alors que leur femme et mère disparaissaient dans le labyrinthe vert. Emma a crié tandis que Jake restait figé de choc. Le batelier a immédiatement démarré le moteur et s'est mis en sécurité, sachant que s'approcher du site de l'attaque ne ferait qu'inviter d'autres tragédies. Les autorités locales ont lancé une enquête sur l'incident, bien que les efforts de récupération aient été sévèrement entravés par des conditions dangereuses et la retraite du tigre dans un terrain presque inaccessible.
Les responsables du département forestier ont collaboré avec la police locale pour coordonner les efforts de recherche, mais le labyrinthe dense de mangroves a rendu la récupération extrêmement dangereuse. La tragédie a relancé les débats sur les opérateurs touristiques non autorisés dans les Sundarbans, les responsables de la faune insistant sur l'importance d'utiliser des guides autorisés avec une formation adéquate en matière de sécurité. L'incident a mis en lumière les dangers persistants auxquels sont confrontés les touristes cherchant des alternatives économiques au circuit de la faune réglementée. La famille Klein est retournée dans l'Oregon dévasté, ses vacances de rêve transformées en un cauchemar inimaginable. Alors que la famille Klein pleurait leur perte dévastatrice dans les Sundarbans, à des milliers de kilomètres de là, sur l'île de Vancouver, un autre amateur de plein air expérimenté se préparait pour une course sur sentier de routine. Elliot Chambers, déjà un homme de 29 ans avec des années d'expérience en arrière-pays, ne savait pas que sa course en solo le mettrait face à face avec l'un des prédateurs les plus dangereux d'Amérique du Nord. C'était le 9 octobre 2016, dans les denses forêts de l'arrière-pays de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Le ciel couvert de l'après-midi s'infiltrait à travers les immenses sapins de Douglas et les cèdres rouges de l'ouest, créant des ombres le long du sentier étroit du service forestier. Cette section de nature sauvage reculée s'étendait sur des kilomètres sans habitation humaine, où un sous-bois épais de salales, de fougères, bosés de clavers du diable réduisait la visibilité à quelques mètres. Le sentier serpentait à travers un terrain escarpé avec des lacets serrés qui créaient des angles morts naturels à chaque virage. Une bruine légère avait commencé ce matin-là, rendant le sol de la forêt doux et silencieux sous les pieds, des conditions parfaites pour que prédateurs et proies puissent se déplacer sans être détectés. Elliot Chambers, un passionné de plein air de 29 ans de Victoria, parcourait ces sentiers de campagne depuis plus de 5 années. Sa silhouette élancée et sa forme physique exceptionnelle le rendaient parfaitement adapté au terrain sauvage difficile de l'île de Vancouver. Ce matin-là, il avait parlé à un travailleur forestier local qui avait mentionné des traces de cerf fraîches le long du sentier de la crête, notant une activité inhabituelle dans la région. 2 randonneurs avaient également signalé avoir aperçu un grand cougar traversant le sentier au crépuscule la veille, bien que de telles observations soient suffisamment courantes pour ne pas dissuader les randonneurs expérimentés comme Elliot. Il avait choisi cet itinéraire particulier pour sa solitude et ses changements d'altitude difficiles, planifiant une boucle en solo de 15 km à travers une forêt ancienne. Les récentes activités de coupe dans les zones adjacentes avaient poussé la faune plus profondément dans les couloirs forestiers protégés, concentrant les prédateurs et les proies le long des sentiers de nature sauvage restants. Le puma représente l'un des prédateurs les plus efficaces d'Amérique du Nord. Ces chats solitaires peuvent peser jusqu'à 200 livres et mesurer 8 pieds du nez à la queue avec des membres postérieurs puissants conçus pour une accélération explosive. Les cougars sont des chasseurs embusqués, comptant sur la discrétion et la surprise plutôt qu'une poursuite soutenue. Leurs pattes rembourrées leur permettent de se déplacer silencieusement à travers les terrains forestiers, tandis que leur pelage fauve offre un camouflage parfait parmi les feuilles mortes et les ombres tachetées. Ces prédateurs de haut rang chassent généralement les cerfs, les élans et les petits mammifères, mais cibleront opportunément les humains lorsque les circonstances s'y prêtent. Les cougars préfèrent attaquer par derrière ou par au-dessus, utilisant de puissantes mâchoires pour infliger une morsure mortelle à la nuque ou à la base du crâne. Leurs griffes rétractables et leurs avant-bras musclés maintiennent le contrôle de la proie qui se débat tout en se positionnant pour la morsure fatale. L'île de Vancouver abrite l'une des populations de cougars les plus nombreuses d'Amérique du Nord, avec une estimation de 600 à 800 individus parcourant les divers écosystèmes de l'île. Alors qu'Elliot s'approchait d'un virage serré où le sentier contournait brusquement une énorme souche de cèdre, il gardait son rythme régulier malgré la visibilité réduite. Le passage étroit était bordé de buissons de salales denses et de troncs d'arbres tombés, offrant une couverture parfaite pour la faune. Inconnu du coureur, un grand cougar mâle s'était nourri d'une carcasse de cerf à environ 200 mètres du sentier principal pendant 2 jours. Le félin avait détecté l'approche d'Elliot à plusieurs centaines de mètres et s'était positionné dans un sous-bois dense adjacent au virage à l'aveugle. L'attaque s'est déroulée avec une vitesse et une précision terrifiantes. Alors qu'Elliot contournait le virage, le cougar de 68 kg se lança depuis la végétation dense à peine 3 mètres plus loin. Les puissantes pattes arrière du félin l'ont propulsé dans les airs en un seul bond, couvrant la distance avant qu'Elliot ne puisse réagir. L'impact initial l'a frappé par derrière, les griffes avant du puma agrippant ses épaules et le haut de son dos. La force de la collision a poussé Elliot vers l'avant et vers le bas, son élan entraînant à la fois le prédateur et la proie sur plusieurs mètres le long du sentier. Le puma se repositionna immédiatement, utilisant ses pattes avant puissantes pour contrôler le haut du corps d'Elliot, tandis que ses griffes arrière lacéraient son dos et ses flancs. En quelques secondes, le félin saisit la nuque d'Elliot, ses mâchoires puissantes se refermant juste en dessous de la base de son crâne. Les dents canines du puma, mesurant plus d'1 pouce de long, pénétrèrent profondément dans les vertèbres cervicales et les tissus environnants. La force de morsure écrasante a comprimé les vaisseaux sanguins vitaux et sectionné la moelle épinière, provoquant une paralysie immédiate et une perte de conscience en quelques instants. Le prédateur a maintenu sa prise jusqu'à ce que la proie soit complètement maîtrisée, puis a commencé à traîner le corps vers un couvert plus dense.
Le site de l'attaque était resté intact pendant près de 2 jours avant qu'un autre coureur de trail ne découvre des preuves de la lutte. Des marques de traînées et des traces de sang ont conduit les chercheurs vers le site de nourrissage du cougar, bien que le terrain dense ait rendu les opérations de récupération extrêmement dangereuses. Les agents de conservation de la Colombie-Britannique ont lancé une enquête approfondie sur l'attaque mortelle, travaillant avec des biologistes de la faune pour suivre le cougar responsable. Les équipes de récupération ont réussi à retrouver les restes d'Elliott après une planification minutieuse de la sécurité. L'incident a entraîné la fermeture temporaire des sentiers pendant que les autorités recherchaient le félin prédateur. En 72 heures, les agents de conservation avaient localisé et détruit un grand cougar mâle considéré comme responsable de l'attaque. La tragédie a mis en évidence les risques inhérents à la pratique solitaire dans l'habitat des cougars, ce qui a conduit à de nouvelles campagnes de sensibilisation du public à la sécurité de la faune. La famille d'Elliott a créé un fonds commémoratif pour promouvoir l'éducation à la sécurité en montagne. Pendant que l'île de Vancouver pleurait la perte tragique d'Elliott, à des milliers de kilomètres au large des côtes de l'Afrique du Sud, le chercheur marin Trent Gallagher se préparait pour une plongée de routine. Il ne savait pas que son travail dans les eaux troubles de l'estuaire le conduirait à rencontrer l'un des prédateurs les plus meurtriers de l'océan. C'était le 21 février 2018 à l'embouchure de la rivière Umgeni au KwaZulu-Natal, Afrique du Sud, où les eaux troubles de la rivière ont rencontré l'océan Indien chaud. L'estuaire a créé une zone de mélange d'eau douce et d'eau salée avec de forts courants transportant des sédiments qui ont réduit la visibilité sous-marine à moins de 2 mètres. Les rives bordées de mangroves ont cédé la place à des bas-fonds sablonneux qui plongeaient brusquement dans des chenaux plus profonds, créant des terrains de chasse parfaits pour les prédateurs de premier plan. La marée montante poussait l'eau saumâtre en amont, remuant le fond et créant des conditions turbulentes qui donnaient à l'eau une apparence de chocolat brun. Les bancs de poissons appâts se déplaçaient nerveusement à travers les veines du courant, à peine visibles sous la surface trouble. Trent Gallagher, un biologiste marin de 31 ans originaire de Sydney, était arrivé à l'estuaire avec sa petite amie, Sarah Mitchell, une photographe sous-marine de 28 ans qui l'aidait dans ses recherches. Le couple travaille ensemble depuis 3 ans pour documenter les assemblages de poissons dans les estuaires sud-africains dans le cadre de la recherche doctorale de Trent. Ils avaient choisi cet endroit pendant la fenêtre de marée lorsque l'activité des poissons atteignait son apogée, espérant collecter des échantillons d'espèces utilisant l'estuaire comme pépinière. Leur petit canot en aluminium était ancré près du bord du chenal, équipé de filets d'échantillonnage et d'équipements de sécurité de base. Un pêcheur local pêchant depuis la jetée voisine leur avait averti des conditions troubles et de l'activité récente des poissons appâts, mentionnant que les poissons prédateurs étaient inhabituellement actifs. L'homme avait remarqué de grandes ombres se déplaçant dans des eaux plus profondes et avait conseillé la prudence, bien que de tels avertissements soient la courant dans les eaux sud-africaines où les requins étaient une présence constante. Le requin bulldog est l'un des prédateurs les plus dangereux de l'océan, capable de prospérer dans des environnements d'eau salée et d'eau douce. Ces puissants requins peuvent atteindre une longueur de 11 pieds et peser plus de 500 livres, avec une structure trapue qui leur donne leur apparence distinctive. Les requins bulldog possèdent une force de morsure puissante et des muscles de mâchoire massifs capables d'écraser les os et le cartilage. Contrairement à de nombreuses espèces de requins qui préfèrent les eaux claires de l'océan, les requins bulldog chassent activement dans les estuaires troubles, les rivières et les zones côtières peu profondes où leurs proies ne peuvent pas les voir approcher. Leur capacité à réguler les niveaux de sel leur permet de remonter loin en amont dans les systèmes fluviaux, ce qui les rend particulièrement dangereux pour les humains qui pensent être en sécurité dans l'eau saumâtre. Les requins bulldog sont des prédateurs agressifs et opportunistes, connus pour leur comportement imprévisible et leur tendance à enquêter sur tout ce qui pénètre leur territoire. Leur coloration grise offre un camouflage parfait dans les eaux troubles, tandis que leur puissante nageoire caudale permet des poussées de vitesse explosive lors des attaques. Trent travaillait depuis le bord du bateau depuis près d'1 heure, utilisant du matériel d'échantillonnage à long manche pour collecter des données près de la ligne de courant. La recherche nécessitait qu'il entre parfois dans l'eau jusqu'aux genoux pour repositionner le matériel, mais il restait près du canot en raison de la faible visibilité. Sarah surveillait le matériel depuis le bateau, prenant occasionnellement des photos lorsque la visibilité le permettait. Les conditions troubles ont rendu impossible de voir à plus d'une longueur de bras dans toutes les directions, obligeant Trent à travailler au toucher pour collecter des échantillons. Inconnu des chercheurs, un grand requin, bulldog femelle, patrouillait l'estuaire depuis plusieurs jours, attiré par l'abondance de poissons appâts et les traînées de parfums. Le requin avait détecté des vibrations inhabituelles créées par les mouvements de Trent à plus de 100 mètres. L'attaque est venue sans avertissement des profondeurs troubles. Le requin bulldog de 300 livres s'est approché en suivant le contour du fond, utilisant la turbidité comme couverture parfaite. Dans un élan soudain et explosif, elle s'est lancée vers le haut, ouvrant ses énormes mâchoires pour révéler des rangées de dents triangulaires et dentelées.
Le coup initial a frappé Tran au niveau du torse supérieur et de l'épaule gauche alors qu'il se penchait sur le bord du bateau, la morsure puissante du requin traversant sa combinaison de plongée et pénétrant dans la chair en dessous. L'impact l'a projeté en arrière, dans l'eau, le sang troublant immédiatement la surface déjà trouble. Les dents du requin ont tranché muscles et os alors qu'elle secouait sa tête massive d'un côté à l'autre. Le bras gauche de Tran a été presque sectionné à l'épaule, les artères principales déchirées et pompant du sang dans l'eau environnante. Le requin a relâché sa prise momentanément avant d'attaquer à nouveau, ciblant son torse et sa région du cou. Sa deuxième morsure a causé des dommages catastrophiques à la cavité thoracique, perforant les 2 poumons et écrasant plusieurs côtes. La perte massive de sang et le traumatisme des organes vitaux ont causé une incapacité rapide. Le requin a continué son comportement alimentaire, attiré par le sang et les mouvements agités. Sarah a immédiatement démarré le moteur, mais la présence agressive continue du requin a rendu toute tentative de sauvetage impossible. Elle ne pouvait que regarder impuissante alors que l'attaque se poursuivait. Le KwaZulu-Natal Sharks Board a lancé une enquête immédiate sur l'attaque mortelle, travaillant avec les autorités locales pour évaluer les risques en cours. L'incident a entraîné la fermeture temporaire de l'estuaire tandis que des filets anti-requins étaient déployés dans les zones adjacentes. Les biologistes marins ont noté que les attaques de requins bulldog dans les estuaires étaient relativement rares, mais extrêmement dangereuses en raison de la nature agressive de l'espèce. La tragédie a souligné les risques auxquels sont confrontés les chercheurs travaillant dans les eaux sud-africaines. Les données de recherche de Tran ont été compilées et publiées à titre posthume, contribuant aux efforts de conservation en cours. Sa famille a créé un fonds de bourse d'études pour les étudiants en biologie marine. Pendant que l'Afrique du Sud pleurait la perte tragique de Tran à cause d'un requin bulldog, au cœur des zones humides du Pantanal au Brésil, l'amatrice de nature Megan Holt se préparait pour une excursion en bateau en soirée. Elle ne savait pas que son arrêt près de la rivière la mettrait nez à nez avec le plus mortel des grands félins d'Amérique du Sud. C'était le 28 mai 2015, dans le nord du Pantanal, une immense zone humide tropicale au Mato Grosso, au Brésil, où s'étendait la perte de vue la plus grande zone humide tropicale du monde sous la lumière du début de soirée. La forêt-galerie, le long de la berge, formait une dense canopée de figuiers et de palmiers qui surplombaient l'eau sombre, leur système racinaire massif créant des grottes naturelles le long du rivage boueux. L'air était lourd d'humidité et vibrant des sons des caïmans rugissants, des singes hurleurs appelant et d'innombrables espèces d'oiseaux se préparant pour la nuit. Cette section éloignée restait en grande partie intacte, accessible uniquement par de petits bateaux naviguant dans des canaux étroits. Megan Holt, une coordinatrice marketing de 26 ans de Denver, était arrivée dans un écolodge isolé 3 jours plus tôt avec sa camarade de chambre de l'université, Jessica Torres, une enseignante d'école primaire de 25 ans qui partageait la passion de Megan pour la photographie de la faune. Les amis avaient planifié cette aventure pendant plus d'1 an, économisant de l'argent et recherchant des endroits pour photographier l'incroyable biodiversité du Pantanal. Leur opérateur de bateau local, un guide de 38 ans nommé Carlos, les avait emmenés chaque soir dans des endroits privilégiés pour observer la faune au moment où l'activité animale atteignait son pic. Ce soir-là, Carlos les avait emmenés à un coude de rivière isolé où il avait récemment observé une activité de caïmans et des traces fraîches de jaguars. Le guide les avait avertis de rester dans le bateau le long des berges surplombées, expliquant que les jaguars utilisaient mais souvent les systèmes racinaires comme zone de repos. Des marques de griffes récentes sur plusieurs arbres et les restes d'une carcasse de caïman partiellement consommée servaient d'indicateur clair qu'un grand prédateur avait été actif récemment. Le jaguar est le prédateur suprême d'Amérique du Sud et le 3e plus grand félin du monde. Ces puissants félins peuvent peser jusqu'à 350 livres et mesurer plus de 8 pieds, du nez à la queue, avec des silhouettes trapues et musclées qui en font des nageurs et grimpeurs incroyablement forts. Contrairement aux autres grands félins, qui ciblent généralement la gorge ou le cou, les jaguars possèdent la plus forte puissance de morsure de toutes les espèces de félins, capables de briser les crânes et de percer les carapaces de tortues. Leur stratégie de chasse implique souvent une seule morsure dévastatrice à la tête ou au cou, qui tue instantanément la proie par un traumatisme crânien massif. Les jaguars sont d'excellents nageurs et chassent fréquemment le long des rivières, s'attaquant aux caïmans, aux capybaras et à d'autres animaux aquatiques. Leur pelage tacheté offre un parfait camouflage parmi les ombres tachetées de la forêt, tandis que leur mouvement silencieux les rend presque invisibles jusqu'au moment de l'attaque. Alors que leur petite embarcation dérivait silencieusement le long de la rive, Megan aperçut ce qui semblait être un oiseau exotique perché sur les branches inférieures d'un immense figuier. Emballée par l'occasion photographique, elle a demandé à Carlos de rapprocher le bateau du rivage. Malgré la réticence du guide et les préoccupations de Jessica, Megan a marché sur la rive boueuse pour se repositionner et obtenir un meilleur angle. La berge était molle et traîtresse, avec des racines exposées et de la boue profonde qui rendirent le terrain instable. Elle s'est déplacée d'environ 10 mètres du bateau, se concentrant intensément sur le réglage de son appareil photo.
Sans le savoir, Megan photographiait un grand jaguar mâle qui se reposait dans le système racinaire dense de l'arbre même qu'elle capturait, utilisant la grotte naturelle formée par les énormes racines contreforts comme abri diurne. Le félin de 250 livres avait conscience de la présence du bateau, mais il s'est alarmé lorsque Megan s'est approchée de son lieu de repos de près. L'attaque a été rapide et dévastatrice. Le jaguar, surpris et se sentant acculé dans son abri, a émergé du système racinaire comme une ombre tachetée, couvrant la distance de 10 mètres en 3 bonds puissants. Ses pattes massives l'ont frappé par derrière, l'impact la projetant face contre terre sur la rive boueuse et faisant tomber son appareil photo dans l'eau peu profonde. Avant qu'elle puisse réagir, les mâchoires puissantes du jaguar se refermèrent sur l'arrière de sa tête et son cou. Les canines puissantes du félin pénétrèrent profondément dans son crâne, à la base du cou, la force de morsure écrasante fracturant instantanément son os occipital et ses vertèbres cervicales. La technique de mise à mort caractéristique du jaguar impliquait de maintenir la pression tout en secouant sa tête massive, causant des dommages catastrophiques à son tronc cérébral et à sa moelle épinière. La mort survenait en quelques secondes car la morsure sectionnait des voies nerveuses vitales et comprimait les principaux vaisseaux sanguins. Le jaguar commença alors à traîner le corps sans vie de Megan vers le sous-bois dense. Jessica a crié d'horreur depuis le bateau en voyant sa meilleure amie disparaître dans l'ombre avec le gros chat. Carlos a immédiatement démarré le moteur et s'est éloigné du rivage. Les autorités environnementales brésiliennes ont lancé une enquête sur l'attaque mortelle de jaguars, en collaboration avec les responsables locaux de la faune pour évaluer l'incident. La tragédie a suscité des discussions sur les protocoles de sécurité dans les écologes à travers le Pantanal, avec de nombreux opérateurs mettant en œuvre des directives plus strictes concernant le comportement des invités près des rives. Les biologistes de la faune ont noté que les attaques de jaguars sur les humains étaient extrêmement rares, avec très peu d'attaques mortelles documentées dans la région ces dernières décennies. La réaction défensive du jaguar à une intrusion territoriale perçue a été identifiée comme un facteur contributif. La famille de Megan a créé un fonds de conservation de la faune en sa mémoire. Pendant ce temps, la communauté de la conservation du Brésil a réfléchi à la perte tragique de Megan face à l'un des prédateurs de sommet du Pantanal. À des milliers de kilomètres de là, dans les forêts denses du centre de l'Inde, l'amateur de nature Colby Sinclair se préparait pour une promenade matinale habituelle. Il n'avait aucune idée que son chemin à travers les broussailles le mettrait nez à nez avec l'un des ours les plus imprévisibles d'Asie. C'était le 6 mars 2018 dans la zone tampon près de la réserve de tigres de Satpura au Madhya Pradesh, dans le centre de l'Inde où une brousse dense s'étendait sur des kilomètres entre des zones forestières bordées à protéger et des villages ruraux. La brume matinale flottait bas sur le paysage, créant une visibilité limitée à travers les buissons épais de lantana, les acacias épineux et les tecs épars. Les sentiers étroits serpentaient à travers le terrain broussailleux, reliant des stations de recherche éloignées à des communautés locales. Mais la végétation dense créait des corridors naturels et des angles morts qui rendaient les rencontres avec la faune imprévisible. Colby Sinclair, un chercheur en faune de 33 ans, originaire de Johannesburg, travaillait en Inde centrale depuis 6 mois dans le cadre d'un projet de conservation internationale documentant les modèles de conflits homme-faune. Ces années d'expérience sur le terrain dans le bush africain l'ont préparé à des terrains difficiles, bien que la brousse dense de l'Inde ait présenté des difficultés de navigation uniques. Ce matin-là, il faisait ce qui aurait dû être une marche de 20 minutes pour vérifier l'équipement à une station de surveillance voisine, une excursion qu'il avait faite des dizaines de fois auparavant. Un garde forestier avait mentionné des perturbations récentes de monticules de termites et des traces d'ours le long du chemin la veille au soir, notant une activité de creusement inhabituelle près d'un grand arbre creux. 2 villageois locaux avaient choisi de contourner les fourrés de Lantana ce matin-là en raison de la mauvaise visibilité et de l'activité animale récente. Le chemin choisi par Colby serpentait à travers des sections particulièrement denses où une végétation épineuse créait un couloir étroit avec de nombreux angles morts. L'ours lipou est considéré comme l'un des grands mammifères les plus imprévisibles et dangereux d'Asie, malgré son régime principalement insectivore. Ces ours noirs hirsutes peuvent peser jusqu'à 400 livres et mesurer 6 pieds de long avec des griffes puissantes conçues pour déchirer les termitières et les fourmilières. Contrairement aux autres espèces d'ours, les ours lipus sont connus pour leur comportement défensif agressif lorsqu'ils sont surpris à courte distance, attaquant souvent sans provocation plutôt que de fuir. Leur mauvaise vue et leur ouïe les rendent sujets à des rencontres inattendues, tandis que leurs membres antérieurs puissants et leurs griffes acérées peuvent infliger des blessures dévastatrices. Les ours lipus possèdent un museau long distinctif adapté pour aspirer les insectes de leur nid, mais leurs mâchoires puissantes sont également capables de donner des morsures écrasantes. Ces ours sont principalement nocturnes, mais ils cherchent souvent de la nourriture tôt le matin, surtout autour des colonies de termites où l'activité des insectes est la plus élevée. Alors que Colby avançait sur le chemin étroit où le lantana et les buissons épineux formaient un tunnel naturel, il se déplaçait silencieusement pour ne pas déranger la faune, ignorant que son approche silencieuse serait fatale. La végétation était si dense que la visibilité ne s'étendait que sur quelques mètres dans toutes les directions.
À l'insu du chercheur, un grand ours paresseux mâle avait passé la nuit à chercher de la nourriture sur une immense colonie de termites située à seulement 20 mètres du chemin principal. L'ours de 127 kilos s'était nourri intensément pendant plusieurs heures, utilisant ses puissantes griffes pour déchirer le monticule de terre. Alors que l'aube approchait, l'ours avait commencé à se diriger vers un endroit de repos familier près d'un grand arbre creux. La mauvaise vue de l'animal signifiait qu'il n'était pas conscient de l'approche de Colby, jusqu'à ce que l'humain soit à portée de frappe. La rencontre a eu lieu à un virage serré où la végétation formait une barrière visuelle complète. Colby a tourné le coin à son rythme de marche normal juste au moment où l'ours paresseux émergeait des broussailles épaisses à peine 5 mètres plus loin. L'ours, surpris et percevant une menace immédiate pour sa voie de fuite, a réagi avec une agressivité explosive. En une seule charge puissante, le massif animal a comblé la distance avant que Colby ne puisse réagir. L'impact initial de l'ours a frappé Colby à la poitrine et aux épaules, la force de l'animal de 280 livres le projetant en arrière sur le sol rocheux. L'ours enchaîna immédiatement avec des coups dévastateurs de ses pattes avant, ses puissantes griffes de 8 cm lacérant le torse et les bras de Colby, déchirant vêtements et chair. L'ours saisit alors la tête et le cou de Colby, ses puissantes mâchoires se refermant avec une force écrasante. Les dents canines de l'animal pénétrèrent profondément dans le crâne et les vertèbres cervicales, tandis que ses molaires écrasaient d'os et tissus mous. Le mouvement de secousse violent de l'ours a causé un traumatisme catastrophique au tronc cérébral et à la moelle épinière, sectionnant des connexions neurales vitales. La mort est survenue rapidement en raison d'un traumatisme massif à la tête et au cou, les blessures entraînant une perte de conscience immédiate. L'ours a continué un comportement défensif bref avant de se retirer dans la végétation dense. Le site de l'attaque était resté intact pendant près de 4 heures avant qu'une patrouille forestière ne découvre des preuves de la rencontre. Les responsables du département des forêts du Madhya Pradesh ont lancé une enquête immédiate sur l'attaque mortelle de l'ours paresseux, travaillant avec des biologistes de la faune pour évaluer les circonstances. L'incident a entraîné des restrictions temporaires sur les voyages en solo à travers les zones de broussailles denses avec de nouveaux protocoles exigeants que les chercheurs travaillent en par deux. Les experts en faune ont noté que les attaques d'ours lipou, bien que relativement rares, étaient souvent mortelles en raison du comportement défensif agressif de l'espèce. La tragédie a mis en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les travailleurs de la conservation dans le centre de l'Inde. Les données de recherche de Colby ont été compilées et publiées à titre posthume. Alors que l'Inde pleurait la perte tragique de Colby face à l'un de ses prédateurs les plus dangereux, cette série d'attaques mortelles par des animaux sauvages rappelle de manière frappante que les prédateurs suprêmes de la nature restent des forces redoutables capables de transformer n'importe quelle rencontre en pleine nature en une situation de vie ou de mort. Merci de nous avoir regardés. Vous voulez regarder plus ? Cliquez sur votre écran maintenant